Dire influenceur, ça veut tout rien dire. Influenceur de qui, de quoi, comment? Non, moi je suis un créateur de contenu sur TikTok, je fais des blagues politisées. Oui, il y a de grands humoristes comme Coluche qui sont illustres justement parce qu'ils dénonçaient des problèmes et des faits de société via l'humour. Il faut éviter de se travestir d'être hypocrite tout simplement, de dire des choses qu'on ne pense pas, qu'on ne valide pas, qu'on ne cautionne pas. Ça sert à rien à part se mettre soi-même des bâtons dans les roues et voir se porter préjudice à plus tard. Salutations et bienvenue dans une nouvelle interview des Mousquetaires du Boulonnais. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir sur ce fauteuil Cachemire Premier Le Palois, un créateur de contenu sur TikTok. Comment vas-tu ? Bah ça va. Peux-tu te présenter brièvement à nos téléspectateurs ? Bah moi c'est Cachemire, j'ai 21 ans, je fais des blagues sur TikTok, un peu politisées, parfois pas du tout, parfois très généralisées, comme ma dernière vidéo. Vous ne la verrez peut-être pas, mais au moins vous savez qu'elle existe. Merci pour cette brève présentation. On va pouvoir s'attaquer à l'interview proprement dite, où on va discuter de l'humour, du TikTok, de la plateforme, mais aussi de ce que c'est qu'être un créateur de contenu sur TikTok. Pour commencer, on va s'intéresser avec toi à ce que c'est que créer du contenu sur TikTok. Ce que c'est qu'être créateur de contenu. Et d'abord, pour première question, pourquoi es-tu devenu un créateur de contenu en ligne ? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton histoire à franchir le pas et à te lancer sur Internet ? Quelles sont les raisons qui t'animent lorsque tu crées du contenu sur TikTok ? Bah, j'ai toujours été un créatif, que ce soit avec mes mains, donc tout ce qui est bricolage, Lego, pâte à modeler, mais ça c'est quand j'étais petit. Alors plus précisément, je suis un créatif dans l'écriture, la narration, parce que bon, quand on dit écriture, les gens, une fois sur deux, ils pensent qu'on te parle d'écrire sur une feuille de papier. Non, je te parle de l'écriture narrative. Donc c'est pendant 10 ans, j'ai fait du jeu de rôle sur forum, donc ça va plus ou moins rôder. Les gens avec qui j'ai eu l'occasion de pouvoir faire ces jeux de rôle m'ont toujours dit qu'ils avaient apprécié le style que j'avais, parce qu'ils avaient entre guillemets vu que j'avais un style particulier qui leur plaisait, qui était très axé sur la description physique des actions, par exemple percuter une porte pour l'ouvrir, actionner un cric. J'avais une manière assez rude, rapide mais élégante de le faire. Voilà, donc écriture narrative. Et sinon, ce qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant, c'est la volonté de faire des blagues. Parce que l'humour et moi, disons que ça a toujours été une bonne histoire d'amour, j'étais toujours un peu le comique. Ça m'a joué des tours aussi, mais je changerai pas ça maintenant, quoi. J'ai toujours été le mec qui faisait les blagues, je le serai toujours sûrement, même dans la tombe. Je ferai rire les autres cadavres avec moi. Pourquoi TikTok et pas YouTube ? Pourquoi TikTok précisément qu'as-tu trouvé dans cette plateforme pour t'amener à y produire ton contenu plutôt que sur une autre plateforme ? Bah, TikTok c'est plus simple en fait. Il y a des petites options vite fait pour se filmer. Donc c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile que sur YouTube. Sur YouTube, tu es obligé de tout faire toi-même, quoi. Si tu veux couper, tu coupes toi-même. Si tu veux, par exemple, faire un minuteur pour t'arrêter à telle seconde d'un enregistrement que tu as déjà au préalable, ben, sur YouTube, tu es obligé de te démerder tout seul. Donc avec un logiciel de montage sur TikTok, normalement c'est déjà fait. Puis ouais, créer c'est plus facile sur TikTok, mais le truc c'est que c'est limité, quoi. Tu peux faire des petites blagues, des sketchs, des reprises, des playbacks, enfin voilà quoi. Tu vas pas faire une vidéo en mode noob sur TikTok, ou alors faut vraiment bien te préparer, quoi. Donc selon toi, pour se lancer sur YouTube, il faut avoir peut-être plus de moyens. Plus de moyens, mais surtout plus de patience aussi. Si ça te passionne, normalement c'est pas un problème. Mais après ça vient comme ça vient. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Si t'as envie, tu te lances quand tu peux et quand tu veux. Mais par exemple, mon contenu sur TikTok, c'est la première chose que je vais faire. Je compte pas rester dessus que dessus, quoi. Clairement pas. Donc
tu crées du contenu sous le pseudonyme de Cachemire Premier Lopalois. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ce pseudonyme comment as-tu fait le choix de ce pseudonyme? Mais aussi, avec ce pseudonyme, tu as créé un personnage à part entière, avec un code vestimentaire qui lui est propre. Peux-tu nous expliquer un peu comment en es-tu venu à créer ce personnage, à créer ce pseudonyme? Comment Cachemire Premier Lopalois est né? Bah, c'est très simple, Cachemire, ça vient de Led Zeppelin. Clairement, c'est pas très foulé. J'assume, je suis un gros américanoïde. Excusez-moi d'aimer le hard rock. Hein, Cachemire, voilà. Après, ça s'écrit pas pareil. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Voilà. Parce que je me suis dit, si je reprends juste le nom anglais, enfin le mot anglais, oui. Enfin, le référencement, il va pas être terrible. Tandis que là, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce que j'ai vu de Cachemire, QU compagnie. Donc, le référencement est plus simple à faire. Et comment ouais, j'ai dit que c'était les épées. Et après, tu m'as parlé du style vestimentaire. Ça, c'est parce que c'est un goût personnel en fait. Plus le temps avance, plus je développe un certain goût de l'esthète. Là, par exemple, là, c'est plutôt simple. Je me suis pas foulé, c'est assez classique, c'est sobre, c'est élégant. Un par-dessus, de toute façon, par définition, ça enjolive directement une tenue. Je pourrais être venu en sweatshirt, j'aurais un par-dessus, je serais automatiquement plus classe. C'est l'astuce facile, voilà, je vous donne un petit tips facile. Si vous voulez faire classe direct, prenez un par-dessus, ça passe. Bon, évidemment, vous n'êtes pas en jogging en dessous ou en pyjama, hein, mais voilà, quoi, un minimum d'effort, et puis c'est bon. Alors, style vestimentaire, je sais que tu parles sûrement de ça. Alors, à la base, Cachemire, comme tu dis, c'est un vrai personnage. C'est-à-dire que dans une fiction, il y a un personnage qui s'appelle Cachemire, qui est habillé avec un long manteau en cachemire, la matière rouge, que je n'ai pas, et un casque. Sauf que le casque, j'ai pas de casque. Donc, faute de mieux, j'ai ça. Et ça, je l'ai acheté sans motif à la base, puis j'ai dessiné un motif dessus. Parce que ça me parle, le royalisme, tout ça. Et pourquoi ne pas t'être représenté en ligne avec ton vrai nom et prénom? Pourquoi avoir choisi un pseudonyme? Ah, c'est pas par peur de me faire confronter, c'est juste pour pas éviter, enfin pardon, pour éviter justement plutôt qu'il y ait des gens qui soient ma famille, mes amis ou les gens avec qui je dois côtoyer au boulot ou dans la vie de tous les jours. J'ai pas envie qu'ils soient emmerdés parce qu'on vient de les faire chier parce qu'ils me connaissent. Donc alors après, on va me dire, oui, mais tu mets ta ville. Ça, c'est pas un problème. On est à Boulogne-sur-Mer, c'est à peu près 60 000 habitants en comptant tout le tour inclus. Va me trouver un gars qui met même pas son vrai prénom dedans. T'as juste ma tronche, tu sais pas mon adresse, tu sais pas dans quelle partie de la ville je vis, tu sais juste que je vis dans cette ville. Et pourquoi je mets Boulogne-sur-Mer? Parce que Cachemire Premier, Lopalois. Lopalois, la capitale de la Côte d'Opale, c'est Boulogne-sur-Mer, par définition. Donc Lopalois, fallait que je dise où je vive, quoi. TikTok a lancé la mode des vidéos au format court. Instagram et Facebook ont suivi avec leurs réels, YouTube avec ses shorts. Mais ce format est fort critiqué pour son potentiel néfaste envers ses consommateurs, qui perdraient en attention, qui tomberaient dans une véritable addiction. Quelle est ta pensée à ce sujet? Et penses-tu avoir un rôle dans cette dégradation des cerveaux ainsi que c'est décrit? Alors, c'est pas non plus pour dire que je suis un petit random, mais vu l'échelle à laquelle je suis actuellement, je joue pas un très grand rôle, je pense. Et vu mon contenu, vu que c'est des blagues, surtout que c'est des blagues assez, une fois sur deux, si c'est politique, c'est recherché, donc forcément c'est des gens qui soit connaissent déjà le milieu, soit sont juste venus là pour, entre guillemets, se défouler de voir quelqu'un tacler des gens qu'ils n'aiment pas. Je fais pas que de la politique d'ailleurs, hein, je fais du général, comme ma dernière vidéo encore une fois, c'est plutôt généraliste, mais des fois ça m'arrive de taper un peu sur des gens, par exemple, qui passent leur temps en manifestation plutôt que de se développer personnellement à côté, quoi. Par exemple, c'est ce genre de personnes que je vise. Et oui, c'est vrai qu'il y a le côté abrutissant, je vais oser le mot sur TikTok avec les shorts. J'ai envie de dire, c'est comme un peu tout dans la vie, il faut doser. Il faut savoir doser. Et comment? On ne peut pas materner tout le monde en permanence, donc à bout d'un moment, il faut apprendre aux gens à savoir doser. Alors pour ça, moi je fais des blagues, déjà je les fais pas quotidiennement, par manque de temps et de moyens, forcément. J'en fais de temps en temps pour me faire plaisir. Je vois que ça a un petit écho, j'espère que ça continuera plus,
Parce que, in fine, moi, le but, c'est moi, je cherche à faire une communauté, à fidéliser une communauté, des gens qui ont plus ou moins les mêmes idées, quoi. Histoire qu'ils puissent se retrouver, parce que c'est des types de gens qui ont du mal à se mettre en lien naturellement, parce que dans l'espace public, c'est pas très, voire pas du tout mis en avant. Il n'y a pas de structure pour les gens, par exemple, qui sont attachés à l'histoire de France, à l'histoire monarchique, à l'histoire un peu moins monarchique, à l'histoire impériale, républicaine. Enfin voilà quoi. Moi, je veux créer une communauté qui ont plus ou moins les mêmes passions, les mêmes valeurs. Parce que, comme j'ai dit à la base, TikTok, je compte pas y rester dessus. Et à la base, j'étais pas censé me lancer dessus. C'était juste censé être un relais pour mon prochain Twitch ou YouTube, selon la plateforme où je voudrais faire des lives. C'est intéressant ce que tu dis, puisque quand on t'écoute, on a l'impression que en fait, tu t'es lancé sur TikTok, comme sur n'importe quelle plateforme, pour fédérer les gens, pour fédérer une communauté, mais pas forcément autour de ton contenu, mais pour les rassembler, en fait, pour faire qu'ils se croisent. C'est un peu le rôle que tu te donnes. Oui, c'est ça, je suis entre guillemets un entremetteur, je crois qu'on dit. Enfin, en tout cas, je sers de relais, quoi. C'est mon but. Je voudrais rencontrer d'autres gens comme moi et je veux que d'autres gens comme moi se rencontrent entre eux aussi. C'est un peu le but parce que, bon, on est un peu délaissé et moi, je suis plutôt du genre à prôner la débrouillardise. Et bah, c'est ce que je fais, quoi. Parce que ce qui est bien avec TikTok, c'est que c'est le nouveau Vine. C'est-à-dire qu'on peut tenter beaucoup de choses, comme on faisait sur Vine à l'époque, c'était des petits sketchs. Par exemple, ce que j'ai dit, reprendre un son qui existe déjà pour faire du playback dessus, ça se faisait sur Vine. Je repense notamment à une reprise de plusieurs sons de Maître Gibbs, où il y avait une mise en scène comme avec deux braqueurs, et le complice, bah, il faisait il reprenait directement Maître Gibbs pour faire la blague, quoi. C'est ça qui était drôle, on se servait des paroles de ces chansons pour faire un contexte de blague. TikTok, c'est un peu ça, c'est le retour de Vine, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je me sers de ça, parce que tant que j'ai pas les moyens, je me lancerai pas sur YouTube ou Twitch, voire les deux. Est-ce que le choix de faire un contenu créatif politique a un impact sur ton contenu et sur la réceptivité de ton contenu et de ta personne? Selon toi, est-ce que c'est différent que si tu avais produit un contenu qui n'est pas poétisé? Alors oui, forcément, c'est différent parce que le contenu politisé / humour, ça existe. Sur TikTok, ça commence à venir, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est une niche déjà, et dans la niche elle-même, c'est pas mon bord politique à moi qui est représenté. Donc forcément, oui, c'est différent. Mais est-ce que ça m'impacte? Bah oui et non, parce que je serais pas là si ça avait aucun succès, si ça avait aucune portée, aucune atteinte en fait. Si ça avait aucun impact, je serais pas là. Ça en a un. Alors après, ça n'a pas le même que ce que j'ai dit, la majorité de ce qui se fait dans cette niche de base, mais ça je m'en fous. C'est moi, je vais pas travestir mon discours, je vais pas travestir ma pensée, ni mes valeurs. Si ça plaît pas, tant pis. Pourquoi ce choix de créer du contenu humoristique et poétique sur TikTok et pas autre chose? Parce que c'est deux sujets que, sans vouloir me lancer de fleurs, parce que je suis quand même pas, je suis assez dingue comme personne, c'est quelque chose que je maîtrise. Que ce soit la politique ou l'humour, en général, ça va. Il y a des gens qui, même si par exemple ils sont engagés, ils sont électeurs d'un certain parti, je sais pas, j'en vise pas un en particulier, mais comme je connais des gens qui sont dans un certain parti, par exemple, des fois on parle de sujets politiques, ils me répondent pas parce qu'ils ont rien à répondre et ça se voit en fait. C'est pas qu'ils cherchent ou qu'ils me prennent de haut, enfin des fois ça arrive, mais c'est qu'ils ont rien à répondre. Donc forcément, quelque part, je connais quand même un peu le sujet. Surtout que je correspond à certaines conditions sociales qu'il faut que, quand on parle de ces conditions sociales précises, vous pouvez m'attendre au tournant parce que je vais vous dire que vous dites de la merde. Peut-on parler de poétique en donnant simplement son avis? Ou est-ce obligatoirement du militantisme? Puisque tu prends une orientation poétique, comme tu le dis, qui te fait peut-être le représentant de ces idées pour certains, pour ceux qui te suivent notamment. Est-ce que tu te considères comme un représentant en tant que tel de certaines idées, ou que tu te donnes juste ton avis en fait sans défendre un parti quelconque, un positionnement quelconque? Vu mes idées, défendre un parti, ça va pas trop être ce que je vais faire. Alors évidemment, s'il y en a un qui dit pas trop une connerie, évidemment je vais le souligner.
peu importe d'où ils viennent, c'est normal, parce que c'est ça aussi ma valeur, c'est moi, je veux la vérité. Je cherche l'honnêteté et la clarté. Donc forcément, s'il y en a un qui n'a pas du tout mon logiciel politique et social, mais qui, par tout hasard, dit une vérité, je vais le souligner. Mais c'est pareil aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que même si c'est plus ou moins dans mon côté, s'il dit une connerie, je vais l'attendre au tournant. Parce que, voilà quoi. Surtout que moi, contrairement à eux, j'ai pas autant de responsabilités. Hein. Moi je suis pas politiquement engagé dans un parti ou quoi parce que j'ai pas de parti tout simplement. Par contre tu peux me répéter la question, je me rappelle plus de tout. Est-ce que donner son avis c'est forcément être un militant et est-ce que tu te sens représentant de certaines idées en fait, puisque pour les yeux des spectateurs, de ceux qui te regardent, tu peux rentrer dans des cases en fait de représentation. Donc comment tu vis ça? En fait, les cases, on est obligé. Dire qu'on doit abolir les cases sociales, enfin les étiquettes qu'on se met, c'est ridicule. On y correspond tôt ou tard parce que déjà, on est fille ou garçon, enfin homme ou femme, on est blanc, on est noir, on est asiatique, on est arabe, on est. Enfin voilà quoi. Forcément, c'est la définition de l'humain, c'est que. Et même de l'animal tout court, c'est qu'on peut le caser dans certaines cases, dans certaines étiquettes. Nous, on est des mammifères, on est comment dire, on est des mammifères, des hominidés, donc avec les gorilles, tout ça, et compagnie. Donc, et même en allant plus loin, nous, on est né en France, on est, par exemple, enfin je dis on, mais on va dire moi par exemple, ça se voit à ma tronche que je vais pas venir du Mali. Même si on dit que on peut être surpris, oui, mais non, ça se voit à ma tronche, je suis pas malien. Je suis pas américain non plus, je suis français, c'est tout. Voilà quoi. Je suis français, je viens du nord de la France, normal, l'Opale, la côte d'Opale, tout ça. Représente, voilà, RPZ, vous aurez la référence. Voilà quoi. Non, moi je dis, tu n'es pas forcément militant parce que tu as des idées, c'est ridicule. Si tu es électeur, tu n'es pas militant forcément. C'est une catégorie à part. Dans les électeurs, tu as des militants. Parmi les militants, tu as des responsables ou des militants avérés, enfin expérimentés, vétérans, tout ça. C'est petit à petit, c'est une pyramide qui se rétrécit. Et je le fais dans le sens inverse. En fait, c'est plutôt comme ça. Voilà quoi. C'est une pyramide tout simplement. Donc, quand tu déposes tes idées en ligne, juste en disant que toi tu penses ça. Et que tu ne dis pas aux gens de penser comme toi, d'aller voter comme toi, si tu es engagé politiquement dans un parti, tu n'es pas militant, tu dis tes idées, il faut arrêter de faire des procès d'intention aussi. Le mec qui va me dire qu'il aime bien Louis XVI, il aime bien Louis XVI, il m'a rien dit de plus. Il n'est pas en train de me dire qu'il veut rétablir la peine de mort ou je ne sais quoi. Non, il m'a juste dit qu'il aimait Louis XVI. Faut laisser les gens s'exprimer. Surtout sur des sujets qui pourraient les intéresser. Parce que si on les coupe de court pour leur dire ah oui, donc vous aimez telle période historique, donc vous pensez forcément comme ça, tu ne l'as même pas laissé finir. Et s'il te dit quelque chose qui rentre en contradiction avec ce que tu viens de lui dire, tu te retrouves comme un con, mais tu peux pas te plaindre. Donc forcément, avant de dire oui, les militants, je ne sais où, non, on laisse les gens s'exprimer. Les gens, c'est peut-être un défaut que j'ai. Et c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais moi, j'ose partir du principe que les gens sont quand même assez intelligents et responsables pour savoir s'exprimer tout seuls, et qu'il faut arrêter de les infantiliser tout simplement. Moi, je me contente de les faire rire. C'est à mon humble échelle, je peux faire que ça, et si j'y arrive, c'est bien. Est apparu récemment, ça fait déjà plusieurs années, le terme d'influenceur. Avant, on parlait de youtubeur, puis influenceur qui, si je ne me trompe pas, vient des médias qui ont décidé d'appeler ces youtubeurs des influenceurs, dans le sens qu'ils influencent. Est-ce que tu te reconnais dans ce concept-là? Est-ce que tu te considères comme un influenceur ou un simple créateur de contenu? Est-ce que tu y vois une différence? Est-ce que tu penses vraiment que tu influences des gens? Déjà, le concept d'influenceur, enfin le terme, c'est une vaste blague, parce que c'est volontairement flou, parce qu'on ne peut pas définir précisément ce qu'est un influenceur. Un vidéaste, c'est un influenceur. YouTube, TikTok, Twitch, peu importe. Un politique, c'est un influenceur. Littéralement, son but c'est d'influencer les gens pour qu'ils votent pour lui. Comment dire, un créateur de meubles, il influence ses employés. Je veux dire, tout le monde à un certain niveau est influenceur. On s'influence tous. Je veux dire, les parents, c'est les influenceurs de leurs enfants. Donc forcément,
quand tu as une définition, enfin, un sens aussi vague que ça, dire influenceur, ça veut tout et rien dire. Influenceur de qui, de quoi, comment? Non, moi je suis un créateur de contenu sur TikTok, je fais des blagues politisées, à la rigueur je peux être vidéaste et je vais probablement le devenir, mais je suis pas un influenceur plus que quiconque, tout le monde est influenceur. Eux-mêmes sont influenceurs. Au bout d'un moment, c'est un terme très souvent cité pour avoir un aspect pédant, méprisant, très souvent des vidéastes sur YouTube, parce qu'ils ont un audimat et une audience que la télé commence à perdre. Les termes d'influenceurs, tout ça, je ne veux pas en entendre parler. Je suis créateur de contenu sur TikTok, prochainement des créateurs de contenu sur Twitch et YouTube. À partir du moment où tu as un certain pouvoir, une certaine place dans la société ou dans une organisation, forcément tu es influenceur, tu es décisionnaire. En fait, c'est ça qui se cache derrière le mot influenceur, c'est décisionnaire. Moi, je suis décisionnaire de rien à part ma vie, et encore. Elle ne m'appartient pas totalement, vu que c'est le système qui est comme ça, c'est tout. Critique ou pas critique, c'est juste comme ça. Quand on vit en France, on a des devoirs et des droits. J'apprends rien à personne. Pour moi, ce terme, c'est un terme de média, c'est un terme merdiatique, c'est un terme méprisant. On n'est pas influenceur. Soit on fait du contenu sur TikTok, YouTube, Twitch, et dans les trois cas, on est vidéaste. Vidéaste, c'est une case à part. Après, tu as réalisateur, il n'est pas vidéaste. Réalisateur de film, hein. Réalisateur de série c'est pareil, directeur de production, il n'est pas vidéaste, c'est directeur de production, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être pour une pub, un directeur de production, voilà. Influenceur, ça veut tout et rien dire, c'est toujours un terme vague qui permet juste de jeter l'opprobre sur une telle communauté. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces premières questions de cette première partie. Désormais, on va s'intéresser avec toi au contenu même de ce que tu proposes sur TikTok, c'est-à-dire de l'humour. Et donc à tes réflexions, ta vision de l'humour en ligne. Dans cette deuxième partie de l'interview, on va donc se pencher sur ta vision de l'humour en ligne. Comment tu conçois le contenu humoristique. Avec, comme question première, est-ce qu'on peut rire de tout en ligne? Pierre Desproges, le comédien, affirmait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais ici, par définition, tu fais de l'humour à un public extrêmement large, pouvant toucher des gens qui ne sont pas réceptifs à ton humour, voire même qui peuvent le prendre mal. Quelle est ton opinion à ce sujet? Peut-on rire de tout en ligne? Oui, j'en ai rien à faire de vexer les gens. Les gens me vexent en permanence avec leur humour de merde et je ne dis rien. Ou même sans faire de l'humour. Hein. Quand vous avez des opinions très arrêtées sur des conditions que je connais, que vous ne connaissez pas et que vous vous permettez de me prendre de haut, alors que je vous explique par A plus B que vous ne pouvez pas avoir raison parce que moi, je suis concerné, ça me vexe. Mais est-ce que j'en fais pour autant l'étalage de ma pleurniche? Non, en fait. Parce que ça se règle très simplement. Si vous allez trop loin, je vous arrête tout de suite. Donc oui, on peut rire de tout, pas avec tout le monde, oui c'est sûr, mais moi je m'en fiche, je fais ce qui me fait rire, parce que chaque vidéo que j'ai fait me fait rire, enfin en tout cas dans mes vidéos humoristiques, c'est pas les premières vidéos que j'ai fait, n'allez pas les voir, c'est pas terrible, voilà, mais en tout cas dans mes vidéos humoristiques, oui, chaque vidéo me fait rire, si elle me fait pas rire, je la poste pas, ça sert à rien, faut que ça me fasse rire et après ça fera rire d'autres gens. Tout simplement, c'est un peu de base, j'ai envie de dire. C'est normal, c'est logique. Donc oui, il y a des gens qui vont pas aimer, je sais. J'en ai pas reçu beaucoup, bizarrement, de commentaires négatifs, vu qu'il n'y a pas de pouce rouge sur TikTok. C'est le seul moyen d'exprimer de ton mécontentement, c'est en mettant des commentaires. Et si tu me contentes de m'insulter ou de me prendre de haut, je te bloque. Enfin, je te filtre, tu dégages en fait. C'est ni constructif, ni neutre. C'est juste là pour plomber l'ambiance, donc tu dégages. Nous, on est là pour rire et on est là pour aussi essayer de devenir mieux, en fait, de s'améliorer. Que ce soit, par exemple, dans les mimiques, dans les blagues, dans les temps. Enfin bref, il y a toujours des moyens de s'améliorer. Mais si ton commentaire il sert juste à me plomber, bah, je vais te plomber en premier, tu dégages. Tout simplement, j'ai pas de temps à perdre. C'est pas du refus de critique, au contraire, moi je veux que la critique elle soit positive pour tout le monde, que ce soit pour moi, pour toi, que tu perds pas ton temps à juste cracher la haine que tu as pas forcément pour moi au départ, mais que je suis un peu tombé au mauvais moment,
j'ai pas que ça à faire si tu veux. Je suis pas l'objet de ta haine, je suis pas ton défouloir, on a tous mieux à faire, donc forcément je vais pas m'emmerder en fait. Je fais rire les gens que ça fait rire, si ça fait pas rire, et ben tu passes ton chemin et tu me bloques. Aujourd'hui, on voit que l'humour peut avoir des conséquences multiples. Ils peuvent être juridiques, offensants, parfois même tragiques. Selon toi, un humoriste a-t-il une part de responsabilité dans le contenu qu'il expose? Est-il responsable de la réceptivité des spectateurs? Ah oui, dans un sens, oui, il faut faire gaffe aussi à ce que tu dis, mais j'ai envie de te dire, si tu as établi une réciprocité dans la compréhension de ce que tu fais, c'est-à-dire du second degré et de la caricature, ce que je fais de la caricature. Je prends un exemple de quelque chose qui pourrait être un peu réel, que j'extrapole, que j'hyperbolise. Alors, c'est pas un exercice, mais par exemple, si je prends l'accent québécois, là, je fais une caricature, là. Peut-être tu vois une bûche tabarnak, je suis en train de caricaturer. Eh ben ouais, voilà, c'est une caricature. Ça existe. Ce n'est pas le réel, ce n'est pas automatique. Quand tu vas au Québec, tu vas avoir des gens qui parlent comme ça, des gens qui ont moins l'accent, des gens qui n'ont pas du tout d'accent. Faut arrêter de s'offusquer à la place des gens, qui plus est. Parce que souvent, les gens qui se plaignent, c'est des gens qui ne sont même pas concernés. Les Québécois, récemment, j'ai fait un TikTok en reprenant un extrait d'un épisode d'une série québécoise. J'ai eu quelques comptes québécois qui ont liké. Faut arrêter. Quand on voit que c'est pas méchant, que c'est juste de l'humour, que c'est juste du second degré, que c'est juste pour faire passer un bon moment, que l'intention elle est bonne derrière, forcément ça attire la réciprocité. En fait, le bien attire le bien, le mal attire le mal. Si tu te contentes juste par exemple de faire des blagues sur les hommes, parce que les hommes, forcément les hommes ils vont mal le prendre, même s'ils ne sont pas concernés. Je sais pas, tu dis que les hommes c'est tous des brutes violentes qui aiment la voiture. Moi je suis pas concerné, je vais mal le prendre quand même parce que tu es en train de faire une généralité, que ça se voit, que tu l'as dit au premier degré, tu la penses sincèrement. Alors moi je suis pas forcément le fait pour blâmer les choses au premier degré, mais il faut les assumer. Si tu es suffisamment stupide pour croire que les hommes font ci, les femmes font forcément ça, par exemple les hétérosexuels font forcément ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, j'essaie de m'ouvrir plus que ça. Je me dis que oui, il y a des modes de fonctionnement, il y a certaines choses qui sont vraies, mais faut aussi faire au cas par cas, quoi, tout simplement. Si tu fais tout au cas par cas, on peut pas te reprocher grand chose, parce que justement, tu fais l'effort de t'ouvrir à chaque personne qui arrive dans ton sillage, en fait. Moi, si je traite bien, j'ai pas d'exemple malheureusement, donc je vais m'arrêter là, moi. Oui, je fais ce que j'ai envie de faire, et si ça plaît pas, j'en ai rien à faire. Peut-on dénoncer un sujet, porter un message sérieux, avec de l'humour, qui est par définition pas sérieux? Oui, il y a de grands humoristes comme Coluche, qui sont illustres justement parce qu'ils dénonçaient des problèmes et des faits de société via l'humour, que ce soit de l'humour noir, de l'humour absurde, l'humour beauf, le second degré, le décalage. Coluche, c'est un exemple des années 80. Celui des années 2000, normalement il n'a plus le droit de citer. Pour préciser, ça fait des années que je ne le suis plus parce qu'il est devenu médiocre. Dieudonné, lui aussi, à ses débuts, s'il a eu autant de succès, c'est parce qu'il touchait quelque chose de sensible et de tangible, de réel. Alors après, il a dérivé. Je préfère le préciser, il a dérivé, évidemment, ça arrive, mais quelque part, s'il a dérivé, c'est parce que justement, il touche à quelque chose de sensible, de dur, de concret, et que au lieu d'avoir une réaction plus mesurée ou plus, améliorative, eh ben non, il a pris un tourbillon, il s'est enfoncé dedans, et puis voilà quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'humour a-t-il une morale? Existe-t-il un lien entre l'humour et la morale? En fait, ma réponse, ça va pas plaire forcément à certaines personnes, mais tout est moral en fait. Parce que c'est le propre de l'humain, tout ce qu'on fait est sujet à une vision morale des choses. Par exemple, moi je fais de l'humour, on va dire, politiquement incorrect, c'est vrai. Je l'assume en fait. Parce que moi ça me fait rire, ça me plaît, et ça plaît à d'autres gens, ça plaît à d'autres gens, je le sais, donc je le fais. Alors, on va rentrer sur un sujet sensible, mais par exemple, la condamnation de la pédophilie, en Occident, c'est acté, dans d'autres zones du monde, ça ne l'est pas, c'est beaucoup plus flou, parce que différentes mœurs, ou parce que justement, pas d'encadrement juridique assez prononcé. Bref, il y a plusieurs facteurs, mais dans tous les cas,
tout est moral. La justice est morale. La justice française est morale. On a des lois françaises qui ne sont pas des lois, les lois thaïlandaises, qui ne sont pas les lois russes, qui ne sont pas les lois japonaises. Si elles sont différentes, c'est parce que justement on a une vision morale différente des Russes, des Thaïlandais, des Japonais. Forcément, demander si quelque chose est moral, oui. Forcément, par exemple, je vais te prendre un exemple, mais je dis pas que c'est ce que tu penses parce que j'en sais rien. Mais par exemple, cette fenêtre. Ouais, j'aime pas le marron parce que ses connotations à certaines thématiques que j'aime pas, c'est pas bien. Moi je vais te dire, non mais c'est du marron, t'es censé ça veut dire, tu vois. Comment tu peux savoir que ça veut dire telle chose, que ces motifs ça veut dire telle chose, voilà quoi. C'est ta vision morale des choses. La morale, pour faire une citation qui devrait plaire à certains cinéastes, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et pour faire plaisir à d'autres amateurs de YouTube, il y en a même qui en ont deux. Et comment tu définirais la morale? C'est c'est un système de réaction, c'est un système de réaction à certains stimuli, que ce soit matériel, immatériel ou quoi. Par exemple, si je te lance un pavé dans la tête, moralement, c'est répréhensible. Voilà. Mais si je te caresse les cheveux, il y a moyen que moralement tu aimes. Ça dépend si t'es bizarre ou pas. Hein. Voilà. La morale, ça change d'une personne à l'autre. Quand bien même on ait beaucoup de valeurs en commun, ce qui est normal pour fermer un pays. Oui, les Français, ils ont en général la même morale, mais ils sont pas tous pareils. Par exemple, il y en a qui vont préférer légaliser le cannabis, d'autres non. Il y en a qui vont préférer les médias mainstream de la télévision, d'autres non. Je veux dire, ça change d'une personne à l'autre. Faut arrêter de vouloir tout moraliser en permanence avec une morale précise parce que ça sert à rien, ça ne tiendra pas. Il faut autoriser les différents points de vue moraux, mais il faut garder un axe. C'est un axe qui est important et l'axe, il permet de faire plusieurs embranchements. Parce que c'est le but d'un axe. Tu pars d'un point A qui s'ouvre sur un point C, un point D, un point E, un point B, un point F. Faut forcément faire avec. Pour toi, quel est l'objectif de l'humour? De produire du contenu humoristique? C'est quoi la visée? Faire juste rire? Ou il y a bien plus? C'est quoi l'humour? Ta définition de l'humour? Qu'est-ce qui définit selon toi une blague? Moi, je l'ai déjà dit, le but là, c'est de rassembler une communauté. Et en plus, c'est pour faire une communauté pour mes futurs projets, c'est-à-dire YouTube ou Twitch. Donc oui, à la base, TikTok, c'était pas mon but premier. Mais je vois que je commence à avoir un certain succès. Donc forcément, avant de pouvoir me lancer sur ce que je peux pas par manque de temps et de moyens, je rentabilise, je me sers de mon TikTok pour faire du contenu humoristique, du contenu que je peux faire sans les moyens que j'ai dit. Et je me contente de faire des blagues et de la politique, enfin des blagues politisées, des blagues tout court parce que ça marche et c'est ce que je sais faire. Quand j'aurai les moyens, je ferai d'autres formats. Par exemple, j'ai toujours voulu me lancer dans la critique cinéma. Donc forcément, si je me lance sur YouTube, je vais en faire. Sur Twitch, c'est du jeu vidéo, bien sûr, c'est des lives de plusieurs heures sur tel jeu. Mais moi, je comptais aussi faire un format mensuel où pendant 1h30 jusqu'à 3h, on parle d'une période de l'histoire de France ou d'un événement. Je comptais la faire avec un ou deux historiens en plus, donc voilà pour ça que je veux faire ça mensuellement, c'est parce que faut avoir le temps de se réunir à plusieurs, de préparer le sujet, savoir comment tu vas t'y prendre, tout ça. Enfin voilà quoi, j'apprends rien, ça se prépare. Donc forcément, sur Twitch, ça par exemple, je pense que j'innoverai parce que de mémoire, je connais pas beaucoup de streamers qui font du contenu historique, surtout sur l'histoire de France en fait, sur Twitch. Alors là, je lance une pique sans nommer, mais il y en a certains qui se permettent, en plus d'avoir une aura d'historien, ils sont pas historiens, ils sont pas historiens de métier, c'est juste des influenceurs, des vidéastes, mais ils ont une aura qu'ils ne méritent pas. Moi, par exemple, je vais vous parler d'histoire, je suis qu'un amateur, je ne suis pas historien, je ne prétends pas l'être. J'ai de l'humilité, je me contente de vous rapporter des faits. Je me contente pas, j'ose pas avoir la prétention de vous éduquer. Ça, c'est quelque chose que je déteste, c'est les gens qui ne sont ni professeurs, ni enseignants, ni éducateurs spécialisés ou que sais-je, qui ont la prétention d'éduquer les gens. Vous n'éduquez personne. Hein. C'est un métier d'éduquer. C'est pas pour rien qu'on engage des profs. C'est parce qu'ils ont une certaine façon d'enseigner qui sont compatibles avec l'apprentissage des jeunes. C'est tout, c'est comme ça. N'est pas prof qui veut. Faut-il imposer juridiquement des limites à l'humour sur Internet?
est-ce que tu te poses toi-même des limites? Y a-t-il une différence entre l'humour que tu fais en public et en privé? Différence entre l'humour public et privé, pas vraiment. Mais c'est surtout que je ne fais pas d'humour avec des inconnus, c'est très rare. En fait, il faut briser la glace avant. Mais par exemple, je vois pas pourquoi je ferais un humour bof sur TikTok et que je le ferais pas en vrai. Ça me fait rire. Et ça fait rire beaucoup de gens dans mon entourage, ou en tout cas que j'ai pu côtoyer. Donc je vois pas pourquoi je changerais. La partie d'avant la question, c'était quoi? Est-ce que tu te poses des limites dans ton humour et est-ce que tu penses qu'il faudrait imposer juridiquement des limites à l'humour? Non. Parce que la censure, il y en a déjà beaucoup trop. Les seules limites, c'est quand c'est du premier degré, que c'est de l'incitation, évidemment, à aller emmerder, harceler une certaine communauté sur la base de faits immuables. Par exemple, le fait qu'il soit blanc, roux, aux yeux bleus, à lunettes. Je veux dire, c'est un fait qu'ils n'ont pas choisi, ça sert à rien. Faut arrêter de juger les gens sur ce qu'ils sont, plutôt les juger sur ce qu'ils font. Ça c'est jugeable. On peut se concerter pour dire tiens, il a planté Jacqueline, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Ouais, bah voilà, on te condamne, c'est tout. Par exemple, le fait que Jacqueline elle a croisé un roux, et donc ça n'a rien changé à sa vie. Jacqueline elle a acheté son pain comme tout le monde tous les jours de la semaine. Faut arrêter. Alors oui, des fois, ça arrive, c'est humain, l'erreur. Forcément. On va avoir des a priori, surtout si on a été confronté à des expériences qui se sont répétées avec les mêmes facteurs, tout ça. Par exemple, si je suis en jogging et que je viens t'accoster avec un langage très familier, très rude, tu vas mal le prendre, tu vas te demander ce qui se passe. C'est normal, parce que en plus j'ai pas fait d'effort. Mais si je viens dans la rue, que je t'accoste avec un ton poli, respectueux, et que je te laisse t'exprimer, ça va être différent. Ou alors c'était vraiment parano et que t'es pas bien, mais ça relève pas de moi. Si t'as un problème psychologique, faut consulter un psy. Il n'y a aucune honte à aller voir un psy. Hein. Fou d'ailleurs, parce que vaut mieux voir un psy et se soigner que de rester parano et de devenir fou et de plomber son entourage avec. Non, vaut mieux consulter. Si vous avez un problème, consultez. Voilà. Je suis sponsorisé par personne. Certains répondent que tout est poétique, et donc même l'humour, même la petite blague que tu fais avec un ami. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, enfin, c'est les gens qui disent ça souvent, ils ont une idée derrière la tête à dire que tout est politique. Oui, tout est politique, mais au bout d'un moment, quand je te fais une blague sur le collègue qui est chiant, c'est une blague sur le collègue qui est chiant, c'est pas une blague sur le collègue qui est chiant parce que il milite, nanana, il pense telle chose. On s'en fout, je t'ai pas précisé ça. Si je dis que c'est un collègue chiant qui vient te voir à la pause et que tu l'envoies chier, je t'ai dit ça, je t'ai pas dit autre chose. Faut arrêter. Les procès d'attention, c'est quelque chose qui plombe vraiment l'ambiance dans notre société en général. C'est infernal de devoir tout le temps se justifier. Je n'ai pas à me justifier. Si je te dis quelque chose, c'est que je te dis ça et rien d'autre. Si je te fais une blague sur les roues, je te fais une blague sur les roues. Je te fais pas une blague sur les Chinois, je te fais pas une blague sur les femmes. Non, je te fais une blague sur les roues. Faut arrêter. D'ailleurs, moi je me permets, voilà, je suis roux. Faut le savoir, je suis roux. Merci d'avoir répondu aux questions de cette deuxième partie. Désormais, on va s'attaquer à la troisième et dernière partie où on va s'intéresser à ce que c'est que de vivre en tant que créateur de contenu. Dans cette troisième et dernière partie, on va s'intéresser à ce que c'est qu'être un créateur de contenu en ligne. La vie d'un créateur de contenu en ligne, ses préoccupations, ses réflexions. La première question que l'on pourrait poser, c'est quel est le rôle d'un créateur de contenu en ligne? Est-ce qu'il en a un, précisément? Alors, un créateur en ligne, il a le rôle qu'il a voulu s'attribuer quand il a commencé à créer en ligne, c'est tout. Avant qu'il crée en ligne, il n'est personne. Enfin, en général, c'est justement parce qu'il a voulu commencer à créer en ligne qu'il est devenu quelqu'un. Donc forcément, son rôle, il se l'a appliqué à lui-même. Alors, par exemple, moi, je suis un blagueur. Alors je sais que ça pourrait surprendre des gens si je commence d'un coup à partir en Jean Bassier, en Hugo Décrypte, je ne sais quoi. Oui, mais non en fait, parce que si c'est ce que j'ai envie de faire, et si je le fais bien, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Alors oui, quand on a des rôles, mais on a les rôles qu'on veut bien s'attribuer. Moi je suis un blagueur, si j'ai envie de devenir un critique ciné, ce que je veux faire, je serai un critique ciné. Est-ce que ça m'empêchera d'être blagueur? J'en sais rien, je pense pas. Mais je peux pas prévoir tout à l'avenir non plus. Enfin,
Je peux pas prévoir l'avenir sur toute une ligne non plus. Si jamais j'ai envie de faire que du critique ciné, je ferai que du critique ciné. Si j'ai envie de faire des blagues, je ferai des blagues. Si j'ai envie de faire des lives, je ferai des lives. Voilà, c'est tout. Les statistiques, autrement dit, les abonnés, les vues, ont-elles un impact sur ton moral, sur ton opinion, sur tes objectifs? Comment vis-tu avec cette idée de pouvoir, voire de devoir faire des vues? Faut-il, selon toi, courir après les vues, les abonnés? Non. Ah non, certainement pas, c'est le meilleur moyen de se planter. Vouloir être célèbre, oui, mais pourquoi? Quelle trace tu vas laisser de toi? Est-ce que tu es juste quelqu'un qui veut l'argent, la célébrité, la gloire? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui veut faire rire les gens, qui veut leur proposer des nouvelles visions politiques, sociologiques, sociétales, philosophiques, ou même tu veux juste leur apprendre l'histoire, leur apprendre la géo, leur apprendre l'économie, leur apprendre le droit, la justice. Voilà, pourquoi tu veux laisser ta trace dans le marbre des personnes célèbres, entre guillemets. Moi, je veux faire rire les gens, je veux communiquer du positif. Quelle trace tu veux laisser de toi, tout simplement? Pourquoi tu veux être connu? Enfin, même, pourquoi tu cherches à être connu? Est-ce que tu cherches à être connu pour être connu? C'est pas solide, ça. Est-ce que tu veux laisser ta trace comme mec positif qui veut communiquer du rire, de la joie? C'est déjà un peu plus solide ou un peu plus enviable, parce que c'est bien connu, les histoires de personnalités qui sont devenues célèbres et qui ont fini mal. Ça fleure, ça court les rues sur internet. Il y en a à foison des histoires comme ça. Britney Spears, pour citer qu'elle, et il n'y a pas que elle, et puis c'est pas le meilleur exemple. C'est pas l'exemple le plus grand, le plus amélioratif, mais voilà quoi, ça existe. Non, si tu veux être célèbre, déjà tu oublies, tu veux pas être célèbre, tu veux partager quelque chose, c'est déjà mieux. C'est plus solide que de devenir célèbre, parce que la célébrité, ça veut tout rien dire. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Par exemple, mais par contre, tu fais de l'humour, si jamais tu as 200 000 vues en une semaine et la semaine d'après tu as 30 vues, ça ne changera pas le fait que tu fasses tel type de blague, tel type d'humour, tel type de sketch, tel type d'écriture, ça ne changera pas. Hein. Ou alors c'est que c'est vraiment, tu es pour le coup très influençable. Non en fait, quand tu partages de l'humour, la célébrité ne joue pas sur ton humour. Quand tu partages ta passion artistique et le dessin, la célébrité ne joue pas sur ton talent de dessinateur. Quand tu es chanteur, tu restes un bon chanteur ou un mauvais chanteur, que tu sois célèbre ou pas. Jean-Baptiste Le Guégan est connu pour savoir bien imiter Johnny. Il aurait continué à être entendu par les 30 clampins de son entourage, sans méchanceté, il saurait toujours bien imiter Johnny. C'est toujours des exemples comme ça en fait. C'est pas la célébrité qui fait que tu es bon ou mauvais dans ce que tu fais. C'est ton expérience, c'est ta volonté, c'est ta motivation, c'est ton application, c'est ta discipline. Et c'est ta passion créative aussi. C'est l'imaginatif, il y a un peu de toi et aussi du savoir-être. La célébrité c'est bien, mais pourquoi faire? Selon toi, un créateur de contenu a-t-il la responsabilité du comportement de ses abonnés? Non. À partir du moment qu'ils ne cherchent pas à devenir leur papa, non. Moi je fais un certain type d'humour. S'il y en a qui s'en servent pour accuser telle catégorie de la population en fonction de ce qu'ils sont, ils n'ont pas ce qu'ils font, ça me regarde pas. Parce que moi je fais de l'humour. Moi je juge les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils sont. En tout cas j'essaye. J'ai l'humilité d'admettre qu'il peut m'arriver de faire des erreurs. J'aimerais que, non pas que je sois un modèle, mais qu'on prenne exemple sur ça. On fait tous des erreurs. En attendant, moi je n'ai pas envie de prendre pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Il a insulté telle communauté, il l'a fait de lui-même, en connaissance de cause. Moi je n'insulte pas une communauté sur ce qu'elle est, je l'insulte sur ce qu'elle fait. Par exemple, les criminels, je les méprise parce que ce sont des criminels. Parce qu'ils frappent, ils violent, ils tuent, ils volent, pas parce qu'ils sont d'une telle origine, d'une telle classe sociale, d'un tel sexe. Je m'en fous de ça. Ça change pas le fait qu'au final il a planté Jacqueline. C'est pas bien, fallait pas le faire. Voilà. Donc non en fait. Tant que tu t'imposes pas comme un moralisateur, comme un donneur de leçons et comme un papa poule, tu n'as pas la responsabilité de ta communauté. Ce sont des gens individuels qui ont leur propre liberté de penser, leur propre conscience. C'est une pensée très communautarisante, voire même un peu trop dans l'extrême, de dire qu'un influenceur
il a le monopole et le décisionnaire total sur sa communauté. Non, à la base, le mec il fait de l'humour, il n'est pas là pour te dicter que tu dois chier à 9h le matin, le mardi matin avant d'aller en cours. Non, il est là pour te faire rire. Faut arrêter. Ça aussi, c'est quelque part, c'est l'extension des procès d'intention qu'on fait. C'est forcément, il fait tel type d'humour, donc il veut s'engager politiquement, il a un projet derrière. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Arrête de t'avancer. Sois humble, écoute en silence et sois de bonne foi, tu en tireras les conclusions plus tard. Pardon, les conclusions. Selon toi, faut-il se lancer sur Internet dans le but d'en vivre ou faut-il s'y lancer pour uniquement partager sa passion, faire ce qu'on aime? Et ceux qui décident d'essayer d'en vivre, est-ce que cela a un impact qualitatif selon toi sur leur contenu? Ça revient pareil sur la célébrité, ça sert à rien de vouloir se lancer juste pour vivre. C'est ridicule parce que du jour au lendemain, si jamais tu ne marches plus, tu t'arrêtes. Or, comme j'ai dit, quand tu fais des blagues, c'est pas parce que tu fais célèbre et que tu gagnes de l'argent que tu vas en faire ou pas, ou que tu vas en faire des biens ou pas. Gad Elmaleh, il a fait des bonnes blagues, qu'il ait continué sa carrière ou pas, il aurait continué à faire des bonnes blagues. Qu'il ait continué sa carrière ou pas, il aurait continué à avoir des affaires comme celle de Copy Comics. Voilà, parce que c'est lui qui l'a fait, c'est tout. Il a fait ça, c'est son passif, voilà. Par exemple, quelqu'un qui sait chanter, qui sait bien chanter, le fait qu'il gagne de l'argent ou pas, ça va pas changer le fait qu'il sait bien chanter. Ça va peut-être changer le fait qu'il n'ait pas envie de se la donner parce qu'il en gagne rien, parce que ça le passionne pas suffisamment pour qu'il ne pense pas au gain. Moi, quand je fais des blagues, je l'ai dit en plus que je ne suis pas monétisé. Je fais ça gratuitement parce que je sais pas le faire. Si je savais le faire, je l'aurais monétisé, mais je crois que j'ai même pas le droit parce que conditions financières inadéquates. Si je me mettais à gagner quelques euros, ça changerait pas le fait que je ferais des blagues de temps en temps quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration. Voilà quoi. C'est pas ça qui doit me motiver, ça sert à rien. Parce que c'est pas solide, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas solide. Tu ne viens pas parce que tu as quelque chose à partager, une passion, tu viens parce que tu veux gagner quelque chose. Mais tu peux gagner quelque chose partout. Tu vas travailler en intérim, tu gagnes quelque chose. Tu vas faire de la télé-réalité, tu gagnes quelque chose. Alors que tu ne crées rien par définition. Tu te contentes de te montrer, c'est toi le produit. Quand tu fais de la blague, c'est toi le produit, mais tu as un plus à côté. Tu apportes quelque chose de plus que simplement être un produit. Tu es plus que ça. Un humoriste, c'est pas juste lui, c'est ses blagues, c'est son écriture, c'est sa façon d'amener les choses, c'est son humour. Il n'est pas juste le produit de lui-même, il est plus que ça. Comment un créateur de contenu TikTok produit son contenu? Comment crées-tu? Y a-t-il une recette, des habitudes? Ou est-ce que tu attends juste que la muse toque à ta porte? Comme je l'ai dit, moi je le fais. C'est pas très amélioratif de le dire comme ça, mais je le fais au pif. Quand j'ai l'inspiration, quand je tombe sur un son par exemple, parce que je fais du playback humoristique, par exemple des extraits de caméra café, de vidéos virales sur internet, je les reprends et je les refais à ma sauce en mettant un petit encart où je précise par exemple, je vise telle situation. Par exemple, récemment, ma dernière vidéo, c'était sur une reprise de caméra café où je disais quand le collègue chiant de service vient t'emmerder à la pause. Et voilà, je reprends un extrait de caméra café. Ça vient sous l'inspiration. S'il y a un son qui ne m'inspire pas du tout, ça peut être même des sons musicaux. Et tu fais une situation, par exemple, quand je fais de la politique, par exemple, c'est avec quelqu'un qui va dire quelque chose qui me plaît pas, je vais utiliser une musique dramatique pour faire un trait d'humour, quoi. Ça dépend des gens, hein, ça dépend de comment ils sont formés, de comment ils se comportent, de comment ils sont à l'aise. Moi, je sais que je le fais à l'inspi et que ça m'arrive de faire plusieurs prises, hein, quasiment à chaque fois, parce que c'est pas forcément la bonne du premier coup, parce que je ne suis pas assez synchronisé, parce que je n'ai pas assez d'attention dans le jeu. Ça m'arrive. Mais je me casse pas la tête non plus. Si je vois que j'y arrive pas, soit je retente une autre fois, soit je laisse tomber et je reviendrai dessus peut-être un jour ou pas. J'ai plein de sons de côté que j'ai toujours pas réussi à mettre en scène pour X ou Y raison. C'est pas grave. Donc non, il n'y a pas de recette magique. C'est un mélange de hasard et de talent. Si tu es un bon blagueur, tu vas trouver une communauté. Mais il faut aussi que tu sois référencé au bon endroit au bon moment auprès des bonnes personnes aussi. Ça, évidemment, ça se contrôle pas forcément. À moins que, bizarrement, tu sois un privilégié ayant accès à la modération de YouTube. Si c'est le cas, envoie-moi un mail. Je t'en fais pas, je te répondrai.
Tu as atteint les 200 abonnés récemment. Au fur et à mesure que le nombre d'abonnés augmente, il y a une pression qui se crée. Ces gens te suivent, donc tu ne veux pas les décevoir automatiquement, tu ne veux pas les perdre aussi. Tu ne veux pas passer de 200 abonnés à 0 abonnés. Ça peut se comprendre. Ce qui peut t'amener à produire du contenu très régulier, voire à stresser. Comment vis-tu ta relation avec tes abonnés ? Comme j'ai dit, si moi, entre guillemets, en tant qu'influenceur, je n'ai pas ce genre de responsabilité sur mes abonnés, l'inverse est tout aussi valable. C'est pas à eux de me dicter mes blagues. S'ils sont là, c'est parce que c'est mes blagues. J'offre aux gens ce qu'ils ont besoin, non pas ce qu'ils veulent. Alors des fois, c'est les deux, évidemment. S'il y a des gens qui veulent chercher du contenu politisé d'un certain bord, ils vont venir vers moi et pas vers un autre. Mais au bout d'un moment, je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Je fais ce qui me plaît. C'est pour ça que j'ai du succès et je pense que même si tu as des pertes, si tu as des changements dans le comportement de tes abonnés, faut pas se travestir en fait. Se travestir, c'est le meilleur moyen de tout perdre de manière dramatique. Je trouve que c'est connu sur YouTube, il y a des gens qui ont changé leur contenu de façon radicale, ils ont fini par arrêter. Et même pas que YouTube, je veux dire en général. Faut arrêter de croire que se travestir c'est une bonne idée. Non, au contraire. Si les gens sont venus vers toi à la base, c'est pour une bonne raison. C'est parce que tu as telle image, que tu incarnes telle chose, tel propos, et que s'ils sont vers toi, c'est pour ça. Et donc faut le garder. Faut pas se travestir. Alors évidemment, quand tu caricatures, tu précises que tu ne penses pas vraiment, que c'est du second degré, ou que pour toi c'est bénin, évidemment. Mais pour moi, il faut éviter de se travestir, d'être hypocrite tout simplement, de dire des choses qu'on ne pense pas, qu'on ne valide pas, qu'on ne cautionne pas. Ça sert à rien, à part se mettre soi-même des bâtons dans les roues et voir se porter préjudice à plus tard. Qu'est-ce que tu aimes dans ton activité de créateur de contenu ? Et qu'est-ce que tu apprécies le moins ? Ce que j'aime le plus, c'est le fait que ça me fait rire. C'est le fait que ça me fasse rire, le fait que je trouve des extraits, par exemple, que j'ai pu voir il y a longtemps, mais qu'à l'époque j'ai pas pensé à le faire parce que j'étais jeune ou que j'étais pas encore lancé. Et du coup, je me dis, ah tiens, ça serait marrant de refaire ça à ma sauce, de le refaire et de le recontextualiser dans un autre contexte. Par exemple, comme je t'ai dit, la dernière vidéo sur Caméra Café, je l'ai recontextualisé. Alors en vrai, c'est un peu vrai ce que j'ai mis. Collègue de Bulot Chiant, c'était déjà le cas dans Caméra Café, mais je l'ai refait à ma sauce et je l'ai rejoué aussi. C'est juste que tant qu'à faire, l'audio était génial, autant le réutiliser. Voilà. Excuse-moi, tu peux répéter ta question ? Tu viens de nous expliquer ce que tu appréciais le plus dans ton... Ouais, et ce que j'apprécie le moins. Et donc, qu'est-ce que tu apprécies le moins ? Alors, ce que j'apprécie le moins, c'est les guignols. Clairement, je ne vais pas prendre de passef. Les guignols qui n'ont que ça à faire de cracher leur haine, de mépriser, de prendre de haut, de croire qu'ils sont meilleurs que toi. Vas-y, prouve-le, j'attends que ça. Vas-y, démontre-moi que je fais de la merde, que je dis de la merde, on verra. Bizarrement, il n'y a personne. Ou alors quand ça menace. Quand ça menace, je réponds du tac au tac. Ok, très bien, tu sais où j'habite, je te donne rendez-vous. Viens défendre tes convictions en face à face. Personne. Parce que les gens, c'est des couards. Et moi, j'ai pas de temps à perdre avec des guignols et des couards. Moi, je suis là pour faire arrêter un genre. Je suis pas là pour qu'on se foute sur la tronche. Je suis pas là pour attiser la haine de je ne sais quoi. Non, en fait, je suis là parce que je veux faire un genre, parce que j'ai une certaine vision de la vie, de la politique et du social ou du sociétal. Et j'en déborderai pas parce que rien ne me donne l'occasion d'en déborder en fait. Rien ne me prouve que j'ai tort. Non pas que j'ai raison sur tout, que je sois meilleur que les autres, mais j'en suis venu à cette vision-là, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a un cheminement. Est-ce que tu te penses totalement libre dans ta création de contenu ou ressens-tu une quelconque pression ou des limites ? Non, je suis pas libre parce que alors pour le coup c'était pas une blague, c'était pas une vidéo blague, c'était entre guillemets une réponse à un guignol qui se permettait de faire des généralités, de prendre de haut, tout ça, mais elle a été censurée parce que j'ai eu l'audace de le citer dans la vidéo. Alors, il y en a ils vont dire c'est débile, il y en a ils vont dire c'est courageux. C'est courageux. J'assume clairement de le viser lui et de lui demander de doser un peu, surtout que c'est TikTok quoi. Je veux dire, des guignols qui disent de la merde, il y en a en commentaire, c'est pas pour autant que tu passes ton temps à chaque commentaire à leur répondre en vidéo, si t'as que ça à faire, c'est triste pour toi.
Non, tu bloques. S'il y en a qui répond en vidéo, qui a des choses solides à dire, donc pas qu'il ait raison sur tout, bah, soit tu réfléchis, tu prends le temps de répondre à l'écrit ou en vidéo, soit tu le fais pas. C'est pas grave, mais assume tes actes. C'est tout ce que je demande. Nous arrivons au terme de cette interview. Et pour dernière question, j'ai envie de te demander quel conseil donnerais-tu à un futur créateur de contenu sur TikTok ou de manière générale? Fais ce que t'aimes, fais ce qui t'inspire, ne fais pas quelque chose qui te déplaît, que t'as pas envie de faire. Si t'as pas envie à un moment donné, ne te force pas. Et ne perds jamais de vue que tu es là pour te faire plaisir et faire plaisir. Tu n'es pas là pour faire plus que l'autre, pour concurrencer qui que ce soit. Ça sert à rien. Si tu pars dans ce principe-là, tu vas mal finir. Que ce soit moralement, que ce soit économiquement, peu importe, tu vas mal finir. Faut que ça te plaise ce que tu fais. Si ça te plaît pas, ne te force pas, ça sert à rien, ça se verra de toute façon. Eh bien, merci Cachemire d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de quoi, je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Et on se dit à tantôt dans une prochaine vidéo des Mousquetaires du Boulonnais. Taillot. Ciao.